Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Madame la rapporteure qui conduit les travaux avec un groupe de 21 députés, de 21 sénateurs, pardon. Peut-être un jour, mais... Non, c'est un jour c'est passé déjà. Dans le cadre, donc il y a le cadre officiel de la commission d'enquête où on prête serment, etc. Je vais naturellement vous épargner cette procédure puisque nous souhaitons vous entendre. Après 3 mois de travaux pratiquement sur le sujet du crédit impôt recherche, qui, comme vous le savez, est un peu passionnel. Et donc nous avons fait les 2 phases importantes qui sont l'évaluation, eu égard au fait que c'est devenu maintenant une dépense fiscale importante de 5,5 milliards. C'est le job normal, on va dire, des assemblées parlementaires. La commission d'enquête a été demandée par le groupe CRC et la commission est composée donc à proportionnelle des groupes. Et la tradition au Sénat veut que le groupe qui use de son droit de tirage a le rapport. Donc c'est Madame Gonthier-Maurin qui est rapporteure et je préside la commission. Alors en réalité, les deux premières phases ont été à peu près conduites. Aujourd'hui, bien sûr, il y a encore quelques auditions. Et à travers, je dirais, l'écho qu'a eu cette commission un peu dans la presse, c'est un certain nombre d'économistes, sans se prononcer vraiment sur l'utilité de faire de la dépense recherche dans notre pays. Mais comme c'est le principal dispositif qui aujourd'hui, en réalité, est utilisé par la recherche dite privée, un certain nombre d'entre vous, tous éminents naturellement, ont évoqué quelques critiques ou quelques suggestions en disant que le dispositif n'était peut-être pas le plus pertinent, le plus efficace, le plus... bon, sans remettre en cause, je dirais, le principe d'une aide, d'un financement à la recherche-développement dans notre pays, suggérant qu'il y avait peut-être d'autres pistes. Donc c'est essentiellement les économistes qui ont évoqué d'autres pistes. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, car naturellement nous allons écrire des conclusions et les publier, on souhaitait vous écouter, vous entendre, justement sur des propositions qu'éventuellement vous avez, après une analyse bien sûr du dispositif tel que vous l'appréhendez, pour nourrir la réflexion non seulement de la commission d'enquête, mais aussi ensuite, après, à toutes celles et tous ceux qui vont s'intéresser au sujet. Et ça vaut pour les assemblées parlementaires, ça vaut aussi naturellement pour le gouvernement. Alors voilà quel est le cadre de cette audition, qui est moins formelle que celle de la commission d'enquête, parce qu'en réalité, quand on demande aux gens qui viennent devant la commission d'enquête de dire la vérité, c'est qu'ils sont des acteurs. Vous êtes des observateurs. Donc là, aujourd'hui, c'est pendant 2 heures, c'est avec vous qu'on souhaite dialoguer, connaître vos analyses et connaître éventuellement vos suggestions. Alors, je n'ai pas d'ordre de préférence pour les auditions. Est-ce que vous-même, vous en avez, étant entendu que M. Bozio nous rejoindra d'ici une demi-heure? Sur les ordres. Bon, M. Serfati a appuyé sur le... Je voudrais quand même procéder en 2 temps. D'abord, avoir un volet sur la nature des études, leur fiabilité, vous-même ce que vous en pensez. Puis ensuite, dans un deuxième temps, savoir si c'est le dispositif le plus mobilisateur pour soutenir et développer la recherche-développement, si ça ne vous fait rien, de manière à ce que nous ordonnions plus nos débats. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de conduire. Voilà. Ok. Je vais peut-être commencer.
Présente Benoît Mulquet, je suis professeur d'économie à l'Université de Montpellier et je voudrais excuser mon co-auteur avec qui je travaille sur le sujet depuis très longtemps, M. Jacques Mérès, qui avait des engagements de longue date en Italie, il ne pouvait pas déplacer. Donc je voudrais d'abord aborder la nature des études que l'on a réalisées. Ça fait déjà assez longtemps, on a commencé quasiment au début des années 2000 sur l'évaluation de l'efficacité du crédit d'impôt recherche. Donc, ce qu'on voulait, c'est essayer de voir si le crédit d'impôt recherche était efficace dans le sens qu'il doit augmenter la recherche-développement des entreprises privées. Et c'est le seul objectif que l'on quantifiait. On ne regardait pas si ça augmentait le nombre de chercheurs, on aurait pu le faire, si ça améliorait l'innovation, la productivité, la croissance des entreprises. On est resté à un objectif extrêmement primaire de l'évaluation. Et donc on s'est placé dans le cadre des évaluations des politiques publiques. Donc ça demande des données statistiques qui sont disponibles avec retard, quand il n'y a pas des problèmes de disponibilité des points de vue des administrations publiques qui doivent les fournir. Donc, voilà. Alors, nous, dans nos études avec Jacques Mérès, parce qu'on a une première étude publiée en 2003, puis on a travaillé à des rapports pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a eu 2 rapports. Et ensuite, il y a eu un article de recherche qui est paru dans une revue scientifique anglaise. Donc, voilà. Nous, on part d'un modèle de l'entreprise, modèle structurel, que les économistes connaissent très, très bien. C'est un modèle relativement standard, où on calcule le coût de l'investissement. Donc ici, le coût de l'investissement en recherche-développement, déterminé à accroître le stock de connaissances de technologie d'une entreprise. Et donc, on peut ainsi calculer quel est l'effet des mesures fiscales sur ce coût, donc la réduction du coût de la recherche du fait des subventions d'un côté, du CIR, d'abord du CIR incrémental à l'époque, maintenant du CIR en volume maintenant. Et donc, et ensuite, on estime ce modèle pour connaître la réaction des entreprises à des variations de prix. Et c'est ça l'élément clé le plus important, c'est quelle est la sensibilité de cette réaction. Donc, et ensuite, on peut l'appliquer à différents types de mesures, si on croit au modèle, s'il est bien estimé, si les données sont suffisamment fiables, et on peut l'appliquer à différents types de dessin du CIR, soit incrémental, soit en volume, avec des seuils ou pas, on pourrait le faire classiquement. Alors, qu'est-ce que l'on en retient pour simplifier largement les choses? C'est que pour 1 euro de crédit d'impôt recherche, les entreprises vont en moyenne augmenter leur recherche de 0,8 euros, avec un intervalle de confiance, parce qu'on n'est jamais certain du chiffre, qui va grosso modo de 0,5 à 1,15. Donc, une augmentation d'1 euro de CIR peut entraîner un effet de 50 centimes à 1,15 euro d'effet sur la R&D. Mais je limite, en tant que scientifique, en chercheur, je vais modérer mon propos. C'est uniquement pour les entreprises qui en font déjà, qui font déjà de la recherche. Notre méthodologie ne s'applique pas aux entreprises qui commencent à en faire. Et certainement, c'est une part importante. Et donc, ce que l'on veut faire dans les projets futurs, vu que maintenant on a des données qui vont jusqu'en 2011, c'est d'évaluer ex post cette mesure et de tenir compte des entreprises qui commencent à effectuer de la recherche. Et donc, pour trouver des éléments. Alors, il y a d'autres études qui sont faites avec d'autres méthodes, des méthodes d'appariement,
des méthodes de discontinuité, de dose. Mais ça, je ne suis pas le rédacteur de ces études. J'ai mon avis en tant que scientifique, qui est un avis extrêmement technique, mais ces études confirment grosso modo notre étude. Dans les autres études, l'effet est peut-être légèrement supérieur à ce que l'on trouve, nous, dans notre étude. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre plus précisément. Bien, j'ai oublié de préciser donc, que vous étiez professeur à la faculté d'économie de l'Université de Montpellier. Et je crois que j'ai donné la parole à M. Serfati, qui est, lui, docteur en sciences économiques à l'Institut de recherche économique et sociale. Donc, voilà, nous vous écoutons, M. Serfati. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et membre du laboratoire que j'ai dirigé pendant quelques années. Et mes recherches ont porté depuis très longtemps sur deux grands thèmes qui ont finalement des intersections. Le premier, c'est les politiques technologiques et en particulier la place des grands programmes de défense et stratégiques, en particulier en France, mais au travers de programmes européens, j'ai pas mal eu l'occasion de faire des comparaisons. Et puis l'autre question, qui n'est pas étrangère, je crois, au débat, porte sur la mondialisation et ce qu'elle provoque d'interactions croissantes entre les activités productives et les activités financières. Alors, pour brièvement introduire un petit peu mon point de vue, je n'ai pas fait d'études sur le CIR lui-même, pour les raisons un petit peu institutionnelles que je viens de vous expliquer. C'est plutôt une vue d'économie industrielle, on va dire, sur les politiques technologiques et la place des grands groupes. Je dirais que le CIR semble être victime d'un succès très controversé. Hein. Il est d'une part loué par la forte montée des dépenses et des créances qui bénéficient aux entreprises, et pour aller vite, il est controversé parce que les résultats en ce qui concerne les performances des entreprises françaises, et je pense que les pouvoirs publics, en fixant l'objectif du CIR, ont bien sûr des objectifs, non pas simplement d'augmentation de la R&D, mais de l'efficacité du système productif français, de sa compétitivité, et mieux encore de création d'emplois. Sur tous ces domaines, il n'y a pas de résultats saillants depuis le début des années 2000 ou depuis le changement de système du CIR en 2008. Hein. Je tiens à votre disposition, et je le remettrai dans les prochains jours. Je pensais qu'on pourrait présenter quelques données statistiques. Je me suis livré à quelques comparaisons entre l'augmentation des dépenses de R&D de la France et celle de l'Union européenne, et elles sont quasiment identiques, avec cette remarque, mais vous le verrez dans le papier, que, comme toujours, la statistique pouvant être une science du mensonge, hein, comme disait un grand ministre conservateur britannique au XIXe siècle, selon l'année de départ, vous trouvez quelques modifications, mais globalement, vous verrez que la progression des dépenses de recherche en France, de recherche et développement, des entreprises, n'est pas significativement différente de celle de l'UE 28. Alors, j'aurais 3 points que je ne développerai pas, bien sûr, hein, mais qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier, c'est que, pour expliquer cette contradiction, en quelque sorte, entre l'effort considérable demandé à la collectivité et finalement les résultats de la R&D qui sont plutôt décevants, c'est de revenir aux relations qui existent entre recherche, développement et innovation. Hein. Je ne vais pas faire un cours, même si je l'ai fait longtemps, hein, sur cette question, mais je pense qu'il faut être conscient on ne peut pas simplement résumer l'innovation à un output, à un produit dont la R&D serait l'intrant, le facteur de production initial, et qui se conduirait dans un tuyau sans problème. Hein. Vous avez un premier intermédiaire dans cette relation entre recherche, développement et innovation des entreprises, qui est la structure, pas seulement le montant, mais la structure des dépenses de R&D, publiques, privées, militaires, civiles, importance des financements de l'étranger. Et puis, pour aller très vite, ce système de R&D, ce système de financement, qui est déjà lui-même beaucoup plus complexe que simplement un volume, rentre dans ce qui est plus généralement appelé par les économistes de l'innovation un système national d'innovation qui, lui, fait appel à d'autres critères très importants qui ne sont pas forcément mesurables par le biais de la R&D, mais qui sont peut-être aussi importants pour la création de l'innovation dans un pays. Je pense à la qualité
des relations entre les grands groupes et le tissu de PME. Je pense à la qualité du système de formation universitaire et de formation de recherche. Enfin, je pense à beaucoup de traits qualitatifs, encore une fois, qui ne vont pas forcément être encapsulés dans le montant de R&D. Or, j'ai lu avec attention l'avis sur le budget de la mission recherche enseignement supérieur de votre sénatrice, et elle rappelle que le CIR représente 40% des dépenses de la MIRES. Hein. C'est dire qu'en même temps, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, là aussi je les intégrerai dans les jours qui viennent dans ma présentation écrite, si vous voulez, hein, qui correspond à celle-ci. La France est dans une position extrêmement médiocre du point de vue du système de recherche publique, que ce soit en dépenses d'éducation, je crois qu'elle est 18e dans les pays de l'OCDE, et 19e, ou à moins que ce soit l'inverse, dans les dépenses de recherche et développement public, toujours mesurées par rapport au PIB. Et ces positions ne se sont pas améliorées, pour certaines elles se sont détériorées même depuis 2008, en tout cas 18e sur 42 classés par l'OCDE, on ne peut pas dire que ce soit performant. Je pense que pour des capacités innovatrices à long terme, et pas simplement pour améliorer le bien-être de la population, un système universitaire, un système de recherche et développement public est essentiel. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui un arbitrage, hein, compte tenu de la contrainte qui s'exerce sur les finances publiques, entre les sommes croissantes affectées au CIR et les sommes, sinon décroissantes, au moins stagnantes, affectées à la recherche publique. Le deuxième point intermédiaire entre la recherche, le développement et l'innovation, c'est l'existence d'un tissu industriel très dense, et ça fait partie de ce que j'appelais le système national d'innovation. Là aussi, c'est un constat bien établi, donc je n'y reviens pas, hein, que la France manque cruellement, si vous voulez, d'entreprises de taille intermédiaire et de PME, et si le dispositif du CIR en soi, hein, encore une fois, je l'ai intégré dans un complexe plus large, mais s'il a une utilité, son recentrage sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire me paraît absolument urgent par rapport, disons, à cette carence. Le second point de mon intervention, très bref, est sur la place des grands groupes industriels. Pas simplement parce qu'ils sont l'objet d'une controverse à l'intérieur des financements du CIR, hein, mais plus généralement parce que c'est une question qui m'occupe depuis plusieurs dizaines d'années. Et là aussi, hein, le constat est établi, hein, d'une concentration très forte sur un certain nombre de groupes et souvent de leur proximité avec les marchés d'État. Je livrerai dans mon intervention écrite, hein, des chiffres tirés soit de la Cour des comptes, soit du ministère, soit de moi-même, qui montre que cette concentration autour des grands groupes, loin d'avoir diminué malgré le passage d'un financement dit vertical, dit direct, à un financement plus horizontal et plus indirect, n'a pas été fondamentalement altéré, peut-être même a été encore amplifié dans ces dernières années. Je vous donne juste deux statistiques. Hein. La première, c'est que 96 grandes entreprises, hein, c'est la classification de la loi de modernisation de l'économie de 2008, réalisent 34% des dépenses de recherche et développement. Et dans un ouvrage paru en novembre 2014 à la documentation française sur l'industrie française de défense, j'établis que 7 grands groupes de défense, qui font bien sûr partie de ces 96, 7 grands groupes de défense réalisent 22% des dépenses de recherche et développement total en France. C'est dire cette concentration, et peut-être même cette concentration autour d'un certain nombre de grands groupes disons, spécialisés. Je m'arrête sur ce point sur les grands groupes, j'y reviendrai volontiers si vous le souhaitez. Et le troisième point que je n'aborderai pas trop amputer le temps de parole de cette réunion, c'est sur la question de l'emploi. Hein. Je n'ai pas une fois de plus travaillé sur cette question, mais je reprends à mon compte un certain nombre des réserves ou des interrogations qui sont émises sur, disons, l'augmentation des effectifs, que ce soit les remarques sur la requalification, par exemple, d'un certain nombre d'emplois. Et à ce propos, hein, un syndicat des organisations des finances publiques attire l'attention dans un rapport qu'il a remis, je crois, au Sénat hein, en avril 2015 sur la difficulté de ces contrôles, que ce soit sur un certain nombre d'interrogations sur l'optimisation fiscale. Je pense qu'il y a là une matière à réflexion. Tous les rapports aujourd'hui internationaux, un dernier du Fonds monétaire international qui est paru il y a un mois, soulignent que, d'une part, l'optimisation fiscale des entreprises, pour être euphémique, n'a pas cessé depuis 2007, et deuxièmement, qu'elle repose largement sur la circulation des intangibles, dont la recherche et développement fait partie, pour des raisons évidentes que je ne vais pas
perdre votre temps à expliquer. Et je pense que, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de pointer et de chercher, disons, à pointer un certain nombre de responsabilités, mais il est clair que, comme toute exonération fiscale, le CIR peut être sujet à un certain nombre d'optimisations fiscales qui, encore une fois, se sont considérablement développées, pas simplement à partir des entreprises américaines, mais sans aucun doute également à partir des grands groupes français. Voilà ce que je voulais dire dans mon intervention liminaire. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors, Madame Guillou, je vais vous présenter un peu plus quand même. Donc, vous êtes économiste senior au département innovation et concurrence de l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc l'OFCE. Voilà. Alors, effectivement, je suis une économiste un peu à l'intersection des travaux de Benoît Mulquier et de Claude Serfati, dans le sens où je n'ai pas procédé à une évaluation proprement dite du CIR. Alors, je m'occupe de l'évaluation du CICE en ce moment, donc avec des méthodologies qui sont assez comparables, mais pas sur le CIR. En revanche, je connais assez bien, enfin même très bien, la comptabilité de la R&D, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les bases de données de R&D, donc je connais bien la comptabilité d'entreprises relative à la R&D. Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur les politiques industrielles, sachant qu'aujourd'hui, le cœur de la politique industrielle, c'est souvent la politique d'innovation et de R&D qui prend le pas sur toute forme de politique industrielle. Donc, voilà pour ce qui concerne mon travail. Donc, sur la question de l'évaluation, c'est une évidence que c'est un objet fondamental, qu'il faut poursuivre cette évaluation, et je comprends très bien votre préoccupation à le faire, sachant évidemment qu'il y a cette réforme de 2008 qui a modifié beaucoup en fait la place du CIR dans le dispositif de soutien à la R&D en France, et que ce changement a induit finalement beaucoup de questionnements sur l'opportunité de cette dépense publique, cette dépense fiscale. Donc il y a vraiment vraiment un impératif d'évaluation qu'il faut poursuivre. Il faut aussi faciliter les chercheurs pour poursuivre cette évaluation. On manque de recul, sachant qu'en plus, cette réforme a été mise en place en 2008, à un moment critique sur le plan économique, puisque c'est la période où apparaît la crise. Et c'est aussi une période critique pour les statistiques françaises, puisque c'est un moment majeur où il y a eu des réformes à l'INSEE sur le statut de l'entreprise, la comptabilité de l'entreprise, et puis les nomenclatures. Donc on a un petit saut dans les statistiques en 2008, Benoît Mulquier ne me contredira pas là-dessus, qui nous pose problème sur cette année-là. Donc il y a des difficultés d'évaluation, il nous faut encore plus d'années, et les données, on a toujours beaucoup de retard pour accéder aux données. Donc on manque encore de recul pour avoir des évaluations de la réforme, de l'impact de la réforme. Alors, sur l'ensemble des évaluations, à ma connaissance, il y a un assez large consensus sur l'effet positif et sur au moins l'effet d'additionnalité. C'est-à-dire qu'un euro de CIR, de dépenses fiscales, sera dépensé en un euro de dépenses en R&D par l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'addition. Et cet effet d'addition, il peut légitimer la politique du crédit impôt recherche, au sens, dans la mesure où on fait l'hypothèse que le rendement social de la R&D dépasse le rendement privé. C'est-à-dire que, en fait, ce que cela rapporte à la communauté, au collectif, est supérieur à ce que cela rapporte à l'entreprise. Et c'est cette hypothèse qui est forte, mais qui est quand même assez partagée par les économistes, qui pourrait être débattue parce que c'est très difficile de l'estimer, ce rendement social. On pense qu'effectivement, la recherche et développement crée des externalités et que ce sont ces externalités positives, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas pris en compte par l'entreprise, qui va profiter à l'ensemble du collectif de la société. Et c'est parce qu'il y a ce rendement social qui dépasse le rendement privé que tout euro dépensé dans la recherche et développement, finalement, participe à l'accroissement du bien-être social. Donc c'est une hypothèse forte, mais c'est vraiment l'hypothèse qui est derrière la politique de soutien à la R&D. C'est une hypothèse qui pourrait être débattue. Parce qu'on ne mesure pas. On est tous convaincus que ce rendement social existe. On partage en général une croyance dans le progrès technique, au moins à long terme. On pense que c'est bénéfique à la société à long terme. À moyen terme, il peut y avoir des effets d'ajustement qui peuvent être préjudiciables pour certains groupes de travailleurs.
Mais si on croit au progrès technique, et que c'est une croyance assez partagée, et qu'on croit au rendement social, alors la politique du crédit d'impôt recherche peut être légitime si elle produit au moins cet effet d'addition. Elle peut avoir un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'elle pourrait conduire à ce que les entreprises dépensent plus que ce qu'on leur donne. Là, les estimations sont beaucoup moins en ce sens. Alors, il y a quelques estimations qui montrent qu'il y aurait un effet de levier, mais ça dépend des catégories d'entreprises. Et puis, par ailleurs, certaines estimations montreraient qu'il pourrait y avoir un effet d'éviction dans les études en appariement, c'est-à-dire une dépense qui serait plus faible que le financement par la dépense fiscale, par le CIR. Et à ce moment-là, se questionne, alors est-ce que finalement aurait-on dû donner ce crédit d'impôt à ces entreprises? Il ne faut pas forcément répondre par la négative, puisque même si elles dépensent moins que ce qu'elles ont reçu, peut-être auraient-elles dépensé encore moins si elles ne l'avaient pas reçu. Et à cette question-là, on ne peut répondre, parce qu'on ne peut pas faire le contrefactuel, c'est-à-dire la situation, quelle aurait été la dépense en R&D de l'entreprise si elle n'avait pas reçu le CIR. Donc l'évaluation est difficile, et on ne peut pas conclure. Alors quand on constate que dans l'industrie pharmaceutique, on a moins de dépenses en R&D, et que même la dépense en R&D, elle diminue alors que cette industrie, ce secteur, reçoit une grosse part de la dépense fiscale du CIR, eh bien, on ne peut pas forcément conclure qu'elles dilapident de l'argent public, parce que peut-être qu'elles auraient encore moins dépensé si elles n'avaient pas reçu le crédit impôt recherche. Et là, on a des difficultés à répondre à la question, parce qu'on ne peut pas faire vraiment de contrefactuel pour juger de qu'est-ce qu'il se serait passé si ce secteur n'aurait pas reçu le CIR. Donc, en termes d'évaluation, il faut poursuivre cette évaluation, rendre l'accès aux données aux chercheurs plus aisé. Ce n'est pas toujours facile d'accéder aux données pour pouvoir procéder à ces évaluations en toute honnêteté et neutralité de scientifiques. Et donc, je pense que il faut évidemment poursuivre ces évaluations, rendre le travail des chercheurs plus facile, mais rester toujours très prudent quant aux conclusions de ces études, étant donné pour le moment le manque de recul et la difficulté en économie à faire une expérience telle qu'on peut le faire en sciences, c'est-à-dire avoir un vrai contrefactuel qui nous dit qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place le CIR. Pour juste rebondir sur votre question, avant de donner la parole au sénateur présent, à Madame la rapporteure, c'est quand même surprenant de voir que un nombre conséquent de pays ont adopté maintenant des systèmes proches de celui qui prévaut en France. Donc, quand on fait un peu des comparaisons internationales, ça veut dire que personne n'a vraiment touché, tout le monde cherche, si j'ose dire, pour avoir le meilleur dispositif possible. Je crois que là-dessus, on peut être d'accord. Sur M. Serfati, qui nous explique que les résultats sont... Enfin, il dit qu'ils sont décevants. Alors, je voudrais qu'il nous donne des... Je veux bien croire que c'est décevant, hein. Mais j'aimerais qu'on ait quand même des arguments. Parce qu'en réalité, très franchement, l'opinion générale, c'est pas du tout celui-ci. Hein. Alors, si vous avez une gamme de résultats décevants, nous, ça nous intéresse au sens où on souhaite protéger la recherche-développement. Donc, lui écarter toutes les nuisances possibles. On sait très bien que dès lors qu'il y a une niche fiscale, qu'il y a plusieurs comportements. Il y a ceux qui ont le comportement de vouloir améliorer leur outil, et puis il y a ceux qui veulent profiter d'une opportunité. Hein. Des effets d'aubaine, ça existe toujours. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit... Enfin, en tant que président moi-même, hein, tout seul, hein, je n'ai pas le sentiment, après avoir quand même entendu beaucoup d'entreprises, de chercheurs, de gens totalement concernés, l'administration, les administrations, qui font quand même un contrôle, de mon point de vue, sérieux. On n'a pas ce sentiment-là. On a même le sentiment... Alors après, il y a la martingale. Hein, alors, la martingale entre recherche publique et recherche privée. Ça, c'est effectivement au pouvoir public de la
fixer. Elle est aujourd'hui de 60-40, hein, peu de choses près. 60 publics, 40... 60 privés, 40 publics. Donc, bon, ça c'est un problème politique au sens où les dirigeants importants de ce pays s'engagent. Mais nous avons aussi observé que la dépense cataloguée publique irrigue quand même, irrigue quand même le secteur public. Le ministre, il y a 3-4 jours, nous a indiqué que c'était de l'ordre de 500 millions d'euros de retour, c'est-à-dire que des partenariats qui se font. Donc, en réalité, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces partenariats se développent, autant au niveau des grandes institutions, comme les CNRS, qu'avec dans nos universités. C'est un peu ça que nous souhaiterions améliorer. Alors, sur les résultats décevants, quand on a tous vu à la télévision, enfin un peu partout, et même parfois en direct, le salon des start-up qui est aux États-Unis, à Los Angeles, où on voit quand même la France, pas de dire, mais pratiquement le 2-3e dans les classements. Et en réalité, on a le sentiment aussi que c'est vrai qu'entre recherche, développement et innovation, il y a un problème de frontières. Il y a un vrai problème de frontières. Et parfois, c'est certain que dans les périmètres, il y a plus d'innovation que de recherche-développement, parce qu'en réalité, l'innovation n'est pas encore, les mécanismes ne sont pas encore, même s'il y a un système d'aide maintenant, pas encore tout à fait bien régulé. Ben voilà, monsieur. Bon, on va pouvoir continuer directement avec lui, madame la rapporteure. Non, vous voulez poser vos questions maintenant? Bon, allez-y. Oui, allez-y, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Monsieur. Je salue l'arrivée de Monsieur Bozio. Peut-être on pourrait lui donner la parole tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je vous proposais. Ah, je ne l'avais pas vu, excusez-moi. Bon. Arrivé. Peut-être, à moins qu'on vous laisse vous installer, Monsieur, c'est comme vous préférez. Si vous êtes prêt, je propose qu'on vous donne la parole tout de suite, comme ça. Ou sinon... Oui, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez juste me rappeler... le temps. Je vous présente, donc voilà. Vous êtes directeur de l'Institut de politique publique à l'École d'économie de Paris. Voilà. Donc vous avez la parole, monsieur. Vous n'avez pas entendu les prédécesseurs, vous êtes, on ne peut pas tout à faire toute indépendance. Donc, je vais témoigner. Vous avez dit mon rôle de directeur de l'Institut de politique publique, mais surtout comme chercheur ayant participé à une évaluation avec une équipe de la Banque de France du crédit impôt recherche, ou plus particulièrement sur la réforme de 2008 du crédit impôt recherche. Alors, dans ce cadre-là, ce qui nous intéressait, c'est pas des questions de savoir si on a respecté ou pas la loi, s'il y a eu des détournements de la mise en application, mais simplement essayer de mesurer l'impact qu'a eu cette réforme et donc l'impact du crédit impôt recherche sur l'objectif affiché du dispositif, qui était de dire de susciter de la recherche et développement et in fine de l'innovation. Donc il est particulièrement difficile de faire une évaluation parce que la mise en place du crédit impôt recherche, y compris la réforme de 2008, n'ont pas été faites dans des mesures visant à favoriser son évaluation ultérieure. Donc on est obligé, chercheurs venant après la mise en place de ce dispositif, d'utiliser les moyens dont on dispose pour essayer d'arriver à identifier ce qui est l'impact causal du dispositif sur des mesures de crédit impôt recherche. Donc ce qu'on a fait, c'est utiliser des bases du crédit d'impôt recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'on a apparié avec des bases d'entreprises de la Banque de France et une enquête faite par le ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche sur la R&D en soi, qui est pas liée à la mise en place du crédit impôt recherche. Notre objectif était de mesurer l'impact supplémentaire en termes de volume de R&D et de façon successive de regarder si on pouvait détecter un impact sur le nombre de brevets qui ont été effectués par les entreprises bénéficiaires du crédit impôt recherche. Donc une fois qu'on a présenté cette méthodologie, donc quels sont le type de résultats qu'on obtient aujourd'hui? Je dis aujourd'hui parce que la recherche est toujours en cours, on a obtenu de nouvelles données et donc on continue à effectuer ce travail d'évaluation. Donc on a deux types de résultats. Un premier résultat qui est
assez robuste, mais qui est sur un échantillon limité d'entreprises, qui sont les entreprises qui ont toujours été dans le dispositif du crédit impôt recherche, donc et pas les entreprises qui sont rentrées avec la réforme de 2008, qui étaient là, qui faisaient la R&D depuis longtemps, et on obtient un coefficient de ce qu'on appelle 1,2, c'est-à-dire que 1 euro de crédit d'impôt recherche donne 1,2 euro de recherche et développement. Ça ne donne pas un impact direct sur l'innovation, mais ça permet de mesurer l'effet multiplicateur qu'on était censé obtenir du crédit impôt recherche. C'est 1,2. Donc c'est 1 euro de crédit impôt recherche donne 1,2 euro de recherche et développement. Ça, c'est un résultat plutôt positif. C'est un effet de levier. Ça veut dire que si on avait dépensé le même montant d'argent public de recherche et développement, vous auriez 1 euro. Par contre, et c'est là la deuxième partie de notre résultat, c'est que si on élargit à l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises qui sont rentrées en 2008, donc qui n'ont pas toujours été disponibles du CIR, on obtient un résultat de 0,8. Donc 1 euro de recherche et développement de CIR donne 0,8 euros de volume de R&D supplémentaire. La difficulté en termes de recherche et en termes de conclusion de politique publique, c'est que cette estimation de 0,8 est beaucoup moins fiable que l'estimation qu'on a de 1,2, parce que justement, elle mélange des effets qui sont des entreprises qui sont rentrées en cours du dispositif, dont on n'a pas, on va dire, une comparaison, elles n'existaient pas dans le dispositif pré-réforme, et donc on ne peut pas être aussi sûr en fait, de l'estimation. Donc, vous voyez... en fait, non, vous avez des petites et des grosses. C'est pas aussi, par rapport à ce qu'en tout cas on avait avant de commencer ce travail de recherche, c'est pas aussi flagrant entre petits et gros qu'on pouvait l'entendre. Donc ça donne un résultat qui est un petit peu, et je comprends que ça peut être sujet de votre frustration, assez ambigu, c'est-à-dire qu'on a un résultat précis sur un groupe restreint d'entreprises qui n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui sont récipiendaires du CIR, qui est plutôt positif. Et un résultat plutôt négatif si on prend quelque chose d'élargi, mais qui a un bémol sur sa qualité de son estimation. Sur le même type de méthodologie utilisée pour mesurer non pas le volume de R&D, mais le nombre de brevets qu'on peut détecter. Donc on a parié ces bases de données avec une base brevets, dont l'ensemble des brevets qui ont été faits par les entreprises françaises, on ne trouve aucun effet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, ça veut simplement dire que on n'arrive pas à détecter un effet. C'était important de comprendre que ne pas trouver d'effet, c'est pas forcément égal, ça veut dire que l'effet est zéro. Hein, voilà. Mais à ce stade, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'effet en termes de mesurer sur l'impact sur l'innovation de façon quantitative du crédit impôt recherche.